Bienvenue à toi dans cette nouvelle interview publiée pour Impacter. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui avec un invité que je considère comme exceptionnel. Salut David, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Super bien. Alors, je suis très très content parce que tu es l'auteur d'un livre que j'ai vraiment adoré qui s'appelle Douance et bonheur. Alors aujourd'hui, on va pas spécifiquement parler du contenu du livre, on va plutôt parler de ce que ce livre a pu t'apporter au niveau business, pour quelles raisons tu l'as écrit et comment est-ce que tu as fait pour l'écrire. Voilà, on va parler de plus la partie publiée pour Impacter. Donc je vais simplement lancer le générique, on se retrouve dans quelques secondes et puis les gens pourront déjà commencer à te découvrir, à découvrir ton univers. C'est À parti. bientôt. Donc, salut David, je suis très très content. Alors, pour les personnes qui te découvrent au travers de cette vidéo, est-ce que tu pourrais te présenter, voilà, nous expliquer quel est ton métier, ce que tu fais, qui tu es. Voilà, la parole est à toi. On en a pour longtemps. Je vais jaser longtemps de ça. En fait, je suis coach, je suis formé en neurosciences. J'utilise en fait la mécanique du cerveau pour aider mes clients à atteindre des objectifs, que ce soit financier, découvrir des nouvelles habiletés. Principalement, je travaille en entreprise, je donne de la formation, des conférences évidemment. Et par la bande, je suis devenu auteur. Et c'est un peu la raison qui nous met en lien aujourd'hui. Qui je suis? Je suis papa d'une jeune fille, d'une jeune entrepreneur de 8 ans qui a son entreprise depuis 3 ans maintenant. Et j'accompagne, c'est ça, j'accompagne ma fille comme je le ferais avec un ami, avec les gens que j'apprécie, que j'ai envie de voir éclore et découvrir leur grand talent. Voilà. Excellent. Bah écoute, c'est très très intéressant. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer dans quel domaine elle développe son activité? Ouais, elle a d'abord commencé, ben, c'est du produit du détail. En fait, elle a commencé en fabriquant des pots de biscuits. Elle m'a parlé pendant 6 mois de temps d'un rêve qu'elle avait, celui d'aller à Hawaï. Évidemment, ça, c'est Disney qui leur a mis l'idée en tête là, avec le film Moana. Puis, au bout du 6e mois, je lui ai dit, t'as de l'air sérieuse dans ton projet, je te mets au défi de ramasser 100 dollars. Puis, lorsque tu auras ramassé 100 dollars, je verrai comment on peut faire que ça arrive. Comme tout bon Ok. parent, je sais que ça coûte cher d'aller là-bas. Mais bref, en moins de 9 mois, elle a généré près de 2300 dollars, ce qui devenait gênant de lui dire non pour aller là-bas. Et de fil en aiguille, elle a continué à créer d'autres produits, des baumes à lèvres, des chandelles, des shampoings en barre, etc. Tout ça, elle le fait avec les produits qu'on a autour de la maison. On a des abeilles, donc elle utilise les ressources qu'on a autour de nous. Et elle fait ses petits kiosques et ses ventes par Internet, etc. Là, elle a eu des clients même au Japon. Excellent. Bah écoute, c'est top. Et est-ce que toi aussi tu te considères du coup comme un entrepreneur? Absolument. Aujourd'hui, je me considère comme un entrepreneur, oui, parce que avec le travail que je fais, ben, c'est possible de le faire avec une boîte, c'est possible de le faire avec d'autres collègues en collaboration, évidemment. Par contre, on est, je pense, chacun des entrepreneurs, par exemple dans le domaine du coaching, et on peut développer des partenariats, des collaborations. Mais oui, absolument, aujourd'hui, je me considère comme un entrepreneur, oui. Excellent. Alors, ben, justement, je partage à l'écran là le titre de ton livre, la couverture de ton livre, Douance et bonheur. C'est un livre vraiment que j'ai apprécié parce que j'ai découvert ce mot douance. On va quand même, je te propose quand même qu'on le définisse pour les gens qui découvrent. Et si ça t'intéresse d'en savoir plus, j'ai réalisé une autre interview de David où on parle vraiment de comment mettre du bonheur dans son business, même si on a une certaine douance. Et puis, on parlera vraiment de pourquoi tu as écrit ce livre, qu'est-ce qui t'a donné envie, parce que tu expliquais que c'est un petit peu dans la continuité de ton activité que ce livre est né. Et puis, bah, très certainement des techniques, ou en tout cas la manière dont toi tu as écrit et promeut ce livre. Donc voilà, c'est la thématique que je propose aujourd'hui. Alors, du coup, avant d'aller plus loin, ce livre parle de douance et de bonheur. Pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est la douance, est-ce que tu peux nous résumer le plus simplement possible ce qu'est la douance et peut-être donner envie aux gens qui découvrent cette interview eh bien, de lire ton livre? Ben, je vais commencer par une question. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te sentir
un extraterrestre dans l'univers dans lequel tu évolues. Oui, moi, oui, tout à fait. Bon. En fait, la douance, c'est un terme qui a des échos là, quand on parle de haut potentiel, quand on parle de surdoué, etc. C'est une réalité neurologique qui est différente. Ça ne veut pas dire que la personne elle est meilleure ou moins bonne, ça veut juste dire que le fonctionnement de sa neurologie, dans le fond, le fonctionnement de ses pensées est différent de ce qu'on va appeler la normalité. Bref, c'est ce qu'on appelle aussi une neurotypie. Puis j'essaie de vulgariser le processus qui se passe à l'intérieur du cerveau d'une personne qui est douée. Donc, c'est un livre qui s'adresse évidemment aux personnes qui peut-être cherchent des réponses sur leur réalité, qui cherchent à mettre des mots sur ce qu'ils vivent, mais aussi pour l'environnement des gens qui ont ce type de personnalité autour d'eux autres. Et ça peut être aussi banal que dans les groupes classes, dans les entreprises, il y a environ une personne sur 50 qui rentrerait dans cette catégorie de personnes. Donc, ce n'est pas rien, c'est quand même d'à peu près 2,5% de la population. Et ça peut nous permettre de comprendre la réalité de la personne, donc d'entrer en contact avec cette personne-là plus facilement et finalement créer un lien qui va être significatif pour une relation qui va être plus heureuse. Excellent. Alors, c'est vrai que moi, je me suis beaucoup retrouvé dans ce livre et en fait, je découvrais le mot douance grâce à une personne que j'ai accompagnée justement sur l'écriture de livres. Et cette personne m'a dit le mot douance, alors que moi, pour moi, c'était haut potentiel, hypersensibilité, etc. C'était des mots que je connaissais. Le mot douance, pas du tout. Et là, je vais sur Internet, je tape douance, livre, et je tombe sur le tien. C'est comme ça, comme ça tu sais un peu au niveau marketing comment j'ai découvert ton livre. Mais c'est vrai que j'ai tapé du coup le mot douance et livre et il n'y a pas énormément de livres qui se positionnent sur la douance. Donc c'est une bonne chose je pense pour toi. Après voilà, c'est un mot du coup qui est parfois galvaudé. C'est vrai que même en tant que personne ayant une certaine douance, parfois on culpabilise de se dire en fait non, je n'accepte pas d'avoir cette douance parce que j'ai pas envie de me sentir supérieur à l'autre et c'est une fausse croyance. En fait, je lis beaucoup. Actuellement, je lis aussi. J'ai lu Mon cerveau est hyper de, je ne sais plus, il est caché. Je lis actuellement Trop intelligent pour être heureux. Donc, je lis beaucoup sur cette thématique actuellement. Et c'est vrai que un des points clés que j'ai découvert dans ton livre, c'est justement que avoir une certaine douance, être surdoué, tu vois, je mets encore des guillemets, être surdoué, c'est pas être supérieur aux autres, c'est Non. simplement que notre mode de fonctionnement intellectuel fonctionne différemment, en fait, tout simplement. Excellent. Alors, bon, j'ai dit qu'on parlerait pas beaucoup de douance. Moi, ça me parle, donc on en parle quand même un petit peu. L'objectif de cette vidéo, c'est plus de parler de ton livre, de pourquoi tu as écrit le livre. Donc, je te propose peut-être de nous expliquer dans ton parcours d'entrepreneur, à quel moment est arrivé le livre, qu'est-ce qui a été un déclic pour toi de te dire, OK, maintenant, je dois écrire ce livre, j'ai envie de l'écrire et j'ai envie de le publier. Écoute, en toute franchise, ce n'était même pas destiné à devenir un livre, cet ouvrage. Pendant mes études en neurosciences, on avait à choisir une thématique sur laquelle on allait travailler pendant nos études, et j'ai choisi la douance parce que c'est un domaine qui m'intéressait aussi. C'est un domaine dans lequel je voulais en apprendre plus parce que j'étais très curieux. Et finalement, j'ai commencé à bâtir le livre en fonction du mémoire que je devais, vraiment un travail d'école. Puis, avant que je le dépose pour la correction par mes professeurs, on m'approchait pour acheter le livre. Fait que j'ai trouvé ça un peu étonnant d'abord, puis j'ai dit, là, c'est pas un livre, c'est pas un livre vulgarisé, c'est un livre d'études, là, dans le fond, c'est un mémoire d'études. Et en bout de ligne, certaines personnes insistaient et disaient, écoute, je pars en vacances la semaine prochaine, puis c'est ça que je veux lire, c'est ça que je veux lire. Fait que dis-moi quel prix, je te l'achète. Puis, fait que l'idée est devenue finalement un livre que j'ai retravaillé, évidemment, là, pour le rendre digeste, parce que l'objectif,
c'était de s'adresser aux gens qui puissent mettre des mots sur leur réalité, qui puissent comprendre cette réalité-là. Et tu l'as super bien nommé tout à l'heure, pour éviter, mais en fait, c'est pour recréer un pont par-dessus un fossé qui se bâtit entre le terme, par exemple, doué ou surdoué, qui place un peu l'interlocuteur et la personne qui le vit en distance. Comme tu l'as bien mentionné, ce n'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, c'est juste parce que le fonctionnement du cerveau est différent. Et je tenais à ce que ce soit clair dans le livre que cette réalité-là apporte beaucoup de positifs, peut apporter aussi des éléments de défi pour les gens qui le vivent ou les gens qui vivent autour. Mais bref, je voulais vulgariser le sujet pour que ce soit accessible et que les gens le comprennent, même s'ils n'ont jamais entendu parler du terme. C'était l'objectif et j'entends par les commentaires que cet objectif a été atteint. Moi, je trouve qu'effectivement, il a été atteint. Moi, ça m'a beaucoup libéré aussi et les lectures que j'ai actuellement sur le sujet sont libératrices parce que, in fine, on met des mots sur justement ce profil que l'on peut avoir. Et je pense que beaucoup de personnes ont peut-être ce profil mais ne le savent pas. Et c'est ça qui est libérateur, c'est de se dire, OK, je ne suis plus seul aujourd'hui, je ne me sens plus seul. J'ai enfin compris pourquoi ça s'est passé comme ça dans mon enfance. Hein. Dans le livre, on parle, enfin, tu parles aussi des études et de comment ça peut se passer. Dans le livre que je peux lire aussi, Trop intelligent pour être heureux, elle explique que parfois on peut être cancre alors que justement on est surdoué, mais c'est parce qu'on est surdoué qu'on n'est pas spécialement compris. Et malheureusement, il y a encore 10, 15 ans, 20 ans, c'était pas, enfin, il y avait encore moins de lecture et je pense encore moins aussi d'ouverture d'esprit par rapport à cette potentielle douance. Et les professeurs sont pas forcément outillés aussi. Donc voilà, tout ça fait que ton livre contribue, d'après moi, à justement permettre à des personnes qui en ont envie, notamment des professeurs. Moi, c'est une lecture que je conseillerais à des profs pour mieux comprendre ce qui peut se passer dans leur classe. Parce que moi, je me rappelle, j'ai été mis au fond de la classe parce que j'étais cancre. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui de pourquoi. C'est juste que j'étais pas compris, que je parlais beaucoup parce que j'avais besoin de m'exprimer, mais on me disait tais-toi, parce que justement en classe, il faut que tout le monde puisse parler. Mais c'était fait de manière maladroite. Et du coup, tout ça a construit des choses qui ont fait qu'à un moment donné, petite parenthèse, j'ai fait une phobie scolaire et j'ai repris des études. Donc j'ai arrêté à 16 ans et j'ai repris des études à 22 ans. Ouais. Donc ça prouve bien qu'à un moment donné, et donc c'est pas parce donc j'essaie de cadrer parce que j'ai envie de parler de ce sujet-là. Mais donc, ce qui t'a amené à écrire le livre, c'est vraiment le fait qu'on t'a demandé, par rapport à ton mémoire, on t'a dit ça m'intéresse, j'ai envie de le lire. C'est bien ça le point de départ? Ça a été ça le point de départ. Puis, tu sais, l'être humain est une bébite sociale. Il a besoin d'avoir les autres humains autour de lui. Toute notre structure neurologique est fabriquée pour créer ces liens-là, ces liens humains. Et dans cette mécanique de création de liens, l'isolement représente une zone de danger pour l'individu. C'est pour ça que d'écrire le livre, de permettre aux gens de mettre des mots, je pense que le terme libérateur est assez juste. On ne peut pas changer quelque chose dont on n'a pas conscience. Donc, à partir du moment que je suis capable de mettre des mots sur quelque chose que j'ai vécu, que j'ai eu l'impression qu'effectivement j'étais seul à vivre, ça recrée finalement une possibilité de lien. Et inévitablement, par la suite, retrouver un bonheur potentiel selon le besoin de l'individu. Fait qu'en bref, effectivement, ce livre-là a été écrit dans un but de créer des ponts, de créer de la compréhension autour du terme. Et étant donné qu'on m'a approché parce qu'on voulait justement aller plus loin dans cette compréhension-là, je me suis dit, si les gens sont prêts à lire le livre alors qu'il n'est pas écrit pour tel, possiblement que ça peut aider quelqu'un d'autre. Fait que c'est vraiment le coup de départ de cette belle aventure d'écriture du livre
une fois que j'ai remis effectivement le mémoire, ben, je me suis remis à écrire le livre, je l'ai remodifié, je l'ai vulgarisé. Et enfin, pour en avoir la version que tu as eue entre les mains il n'y a pas longtemps. Exact. Top. Alors justement, parlons d'écriture. Est-ce que le titre, dès le départ, tu l'avais ou est-ce que tu l'as eu plus vers la fin? Est-ce que tu y as réfléchi après avoir écrit? Comment est né le titre Douance et Bonheur et le sous-titre hein, aussi, donc ça on pourra en parler, mais le titre, est-ce que c'était dès le départ ce titre-là que tu avais en tête? Oui, ça a été le titre du travail du mémoire et en fait, je cherchais à mettre des mots simple et clair qui s'en va directement dans l'objectif de l'ouvrage. Alors, ça a été le type de travail, il aurait pu être modifié, mais même après réflexion, j'avais pas trouvé de titre qui pourrait être aussi juste que celui-là, Douance et Bonheur. Par contre, tu posais la question pour le sous-titre, ça a été complètement autre chose. Il y a eu plusieurs sous-titres parce qu'initialement, pour un mémoire d'études, un sous-titre, c'est plus ou moins pertinent, alors que pour un livre, ça peut être la différence entre j'ai une mini-phrase pour me faire comprendre ça va être quoi le contenu, etc. Ça, il y a eu plus de travail, il y a eu des modifications, effectivement. Yes. Alors aujourd'hui, le sous-titre, c'est comprendre le haut potentiel et réflexion pour être heureux. Ça sous-entend que c'était destiné au haut potentiel, mais pas que, puisque Ouais. une réflexion pour être heureux, ça peut être faite par qui veut au final. Est-ce que ce sous-titre, tu l'as réfléchi dans ce sens ou est-ce que c'est ma pure interprétation? Non, c'est vraiment réfléchi dans ce sens. Puis, tu sais, en fait, je voulais aller un peu plus loin que Douance et Bonheur. On s'entend, c'est un titre, c'est très court. Ça prend, je vais dire, une phrase d'accroche, mais en fait, il faut que la phrase d'accroche soit liée, en fait, avec la substance du bouquin. Puis, là, il y a eu des réflexions, j'en ai écrit énormément. Puis, il y a eu un travail autour de ça. Il a été modifié lorsque j'ai refait faire la couverture là, par un graphiste. Puis, bref, ça l'a évolué parce que je me rappelle pas c'était quoi le titre initial, mais c'était beaucoup moins, je dirais, beaucoup moins juste sur le lien entre le titre et évidemment l'œuvre. Donc, voilà. Fait qu'il y a eu un petit travail après ça à faire. Excellent. Alors justement, toi, tu es parti d'un mémoire pour construire le livre. Est-ce que quand tu as repris l'écriture du livre dans une optique de le publier, est-ce que tu es parti d'une nouvelle structure, ou est-ce que tu as repris la structure de ton mémoire et tu l'as fait évoluer? Je suis parti de la structure de mon mémoire. Je te dirais, le squelette de l'œuvre est sensiblement la même. Ce qui a été ajouté, en fait, ce qui a été modifié, c'est vraiment la nature de comment je présente les choses, parce que je m'adressais à un neuropsychologue au moment de mes études. Il y a bien des choses que je n'avais pas besoin d'expliquer, de vulgariser pour le commun des mortels, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, il y avait des notions qui étaient plus pointues. Et en même temps, au moment de réfléchir le livre, je ne voulais pas perdre ces éléments-là, mais je voulais les expliquer pour que quelqu'un qui n'a aucune idée c'est quoi la douance puisse comprendre le propos. Donc, je suis reparti effectivement de la structure initiale, je l'ai fignolé, je l'ai embelli, et après ça, il y a eu un travail de présentation. Je l'ai remis à des gens pour, évidemment, la correction des fautes de français et de syntaxe, mais surtout, j'avais l'objectif et je leur disais, si tu as des questions à un moment ou à un autre dans le livre, je veux que tu me la poses. Parce que si pour toi, il y a quelque chose, il y a un élément qui n'est pas clair, ben c'est à cet endroit-là dans le livre qu'il devrait être logiquement expliqué. Donc, de cette manière-là, avec le retour de lecteurs, d'amis qui ont voulu participer justement au projet, ben j'ai été capable de bonifier la vulgarisation des chapitres, des phrases, etc. Et c'était vraiment l'objectif de fond. Alors, il y a eu vraiment un travail
de fignolage, je dirais, là, vraiment vraiment d'optimiser la compréhension pour aller chercher la forte majorité des gens qui vont comprendre de A à Z le propos du livre. C'est la manière avec laquelle j'ai fonctionné. OK. Bah, c'est intéressant dans la méthode Publier pour impacter, je propose justement de faire 2 phases de relecture. La première phase de relecture, elle est focalisée sur, le fond, c'est-à-dire on fait lire à quelqu'un soit qui est expert pour dire d'avoir, voir si la cohérence est là, si le contenu est pertinent et cetera, et aussi à quelqu'un qui n'est pas du tout expert pour justement voir si c'est compréhensible ou pas, et c'est sur cette première phase-là, en fait, on s'en fout de l'orthographe, on s'en fout de la grammaire. L'objectif, c'est vraiment de travailler sur le fond et de vraiment faire que le livre soit cohérent et qu'il soit compris par le public auquel on s'adresse. Évidemment, si on écrit un livre destiné à des scientifiques, on peut se permettre d'utiliser des termes scientifiques. Ouais. Par contre, si on s'adresse à des personnes, je veux dire, comme tu dis, un peu le commun des mortels ou à un public peut-être plus néophyte sur le sujet sur lequel on écrit, là, il est indispensable de pouvoir vulgariser. Deuxième phase de relecture, c'est vraiment là, quand on a fini d'écrire juste avant d'envoyer, enfin juste avant, en tout cas, avant d'envoyer le manuscrit pour la mise en page par le graphiste, là, l'objectif, c'est de se focaliser sur la forme, faute de frappe, faute de français, grammaire, structure de phrase, etc. Il y a eu même une troisième phase pendant que j'y pense, c'est que lorsqu'il a été publié, qu'il a commencé à circuler ici et là, j'ai été approché par un homme vraiment extraordinaire, là, Grégory Christiansen, qui m'a offert de proposer en fait des tournures français internationales. Parce qu'on ne se le cachera pas, notre réalité en France, en Belgique, au Québec, en Guadeloupe, peu importe, sont assez différentes des fois sur le langage. Donc, pour aller chercher un public encore plus large, il y a eu une nouvelle mouture qui a été écrite à ce moment-là, qui a été proposée avec justement des tournures de phrases, des expressions qui sont moins ciblées Québec, parce que je suis originaire du Québec, pour ceux qui ne le savent pas, et qui a été finalement ajustée pour un langage encore plus accessible. C'est vrai que quand j'ai lu le livre, je n'ai pas compris que tu étais, à Québec, et c'est vrai que dans d'autres lectures, je l'ai ressenti. Donc effectivement, il y a un travail, j'avais pas spécialement réfléchi à ça, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, ça me paraît, en tout cas, ça se ressent dans la lecture finale. Moi, j'ai pas eu l'impression que justement, j'ai eu l'impression que c'était écrit par un Français, et c'est quand je t'ai contacté que j'ai découvert via ton site que tu étais, justement, plus, de l'autre côté, si je puis dire ça comme ça, de l'océan. Voilà. Donc on parlait des phases de relecture, et aussi de la vulgarisation. Quels sont les outils que tu as utilisés pour vulgariser? Alors je sous-entends, enfin je sous-entends. J'ai, une chose qui me vient à l'esprit qui est fortement utilisée par les coachs, ce sont, les images, les Ouais. métaphores. Donc tu utilises des métaphores dans le livre. Est-ce que tu as utilisé d'autres outils? Et sinon, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment, voilà, comment est-ce que toi tu as agencé imaginons tu as un terme très compliqué. Comment est-ce que toi tu as fait pour le vulgariser? Ben, effectivement, l'utilisation d'images, d'analogies, c'est quelque chose qui est très fonctionnel. Ça fonctionne vraiment bien lorsque tu veux faire comprendre le propos à quelqu'un. Parce que l'être humain étant ce qu'il est, on a parlé un petit peu plus tôt qu'il avait besoin d'être en relation avec les autres. Dis-moi, à brûle-pourpoint comme ça, quelle est la plus vieille manière de communiquer que les êtres humains utilisaient? Les gestes ou non, le dessin peut-être, ouais, dans les grottes. Voilà, on racontait des histoires à travers les dessins, à travers les gestes, autour du feu le soir, et on racontait en fait, en bref, à l'époque, je le présume parce que j'y étais pas, on s'entend, mais on dessinait notre journée. Raconter des histoires fait partie de l'être humain depuis toujours. Et lorsque vous avez quelque chose à exprimer à quelqu'un, si on ne nomme que des faits et qu'on s'adresse à une personne qui est factuelle, ça va. Mais il y a différentes manières de communiquer
selon la manière d'encrypter l'information pour la personne qui le reçoit. Étant donné que la plupart, on a une méthode qui est à nous, on a tendance à communiquer uniquement de cette méthode-là aux autres personnes, ce qui amène inévitablement des difficultés au niveau de la compréhension chez l'autre. Parce que si toi, tu es plus auditif et que moi, je suis plus visuel, notre langage va se mouler autour de notre manière de communiquer et il peut y avoir un manque d'informations qui soit transmis. Donc, l'utilisation d'images peut permettre d'aller chercher d'abord un intérêt, d'aller chercher une attention, et une fois que cette image-là, elle est présentée, bien là, si on ajoute des éléments plus pointus au niveau de l'explication, bien, le champ est préparé. La table est mise et à ce moment-là, les faits vont rentrer plus facilement. Donc, il y a des techniques d'écriture, effectivement, qui sont facilement utilisables, mais à la base, tu l'as bien dit, c'est vraiment les images, les analogies, les histoires, en fait, que j'essaie d'utiliser pour permettre de raccrocher un élément concret à un élément imaginaire. Et cette manière de transmission-là va plus facilement s'intégrer dans une mémoire sur le long terme. En fait, tu sais, en coaching, en neurosciences, j'ai appris que un nouvel événement qui, lorsqu'il est lié avec une partie émotionnelle, va aller directement dans la mémoire à long terme. C'est un peu la technique que j'ai voulu utiliser dans l'écriture du livre pour permettre en fait aux gens d'avoir des images concrètes, comme dans un roman par exemple, mais d'aller porter la partie information et leur permettre de le conserver en fait dans leur mémoire pour être capable de le réexpliquer de façon simple aux gens qui sont dans leur entourage, etc. Donc, c'est un peu la technique que j'ai utilisée, effectivement, la technique des images et des analogies. Et justement, dans ton livre, toi, tu utilises par exemple l'image de l'autoroute pour expliquer certaines choses. C'est une image qui parle à tout le monde aussi. Donc, dans les images que l'on utilise, est-ce qu'il faut, d'après toi, utiliser vraiment des images que tout le monde comprend? Ou bien on peut peut-être avoir son propre langage et se dire, moi, cette image-là, elle me parle, donc elle parlera à tout le monde. C'est une Non. question un peu, j'ai un peu mon idée, mais je voudrais ton avis à toi là-dessus. Oui, oui. En fait, effectivement, si je n'utilise que mon langage pour communiquer, on tombe dans la communication d'experts. Et cette communication-là, souvent, ne fonctionne pas parce que vient avec mon expérience, un jargon vient avec cette expérience-là, des mots qui sont précis que peut-être les autres n'ont pas. Donc, ils ont moins la capacité de se raccrocher. Et notre cerveau fonctionne vraiment par association. Si on part d'un élément qui est connu et qu'on ajoute un élément supplémentaire, le lien mémoriel est beaucoup plus simple à créer que si je te balance dans la même phrase 3 nouveaux mots sur lesquels tu n'as aucune idée de leur signification. Donc, absolument, dans la mesure où je veux transmettre une information, ben, l'utilisation d'une image qui est commune, par exemple, l'autoroute, sont assez rares les pays qui ne savent pas ce qu'est une autoroute. On comprend que c'est une voie rapide avec plusieurs voitures, etc. Mais à ce moment-là, l'analogie que je vais continuer à construire autour de cette image-là pour amener l'information est énormément plus simple à graver dans la mémoire de la personne qui reçoit l'information. Donc, oui, une image connue est beaucoup plus facile à associer avec le nouveau contenu d'information que tu veux transmettre. Et puis, il y a aussi un exemple que je cite souvent, le cerveau a plus facile à visualiser une image qu'à visualiser, par exemple, des chiffres. Et du coup, tu dis 100 000 personnes, par rapport à 100 000 personnes, tu pourrais très bien comparer ça à un stade de foot rempli, par exemple. Je pense que le cerveau a plus facile de visualiser un stade de foot rempli que 100 000 personnes. Ça, c'est aussi une technique... Ça va dépendre parce que si je m'adresse à un mathématicien, peut-être que le stade où il n'a pas d'intérêt personnel ne lui parlera pas nécessairement. Par contre, il sait c'est quoi, il a déjà vu
au minimum une fois lorsqu'il était jeune, un stade de football, de hockey, de tennis, peu importe. On est capable d'avoir une image. Mais effectivement, l'image, elle est là. Et à partir de là, ben là, on ajoute l'information. Ouais, d'où l'importance de savoir à quel public on s'adresse quand on écrit un bouquin. Parce qu'effectivement, il y a parfois où c'est pas nécessaire d'utiliser des images, ou si on utilise des images, c'est pour renforcer justement le discours que l'on a. Voilà. Super. Alors, au niveau de la... Donc, on a parlé de la structure du livre, on a parlé du déclic que tu as eu, qui t'a donné envie d'écrire le livre, et on a parlé d'un outil, notamment l'utilisation des images, des métaphores, des analogies pour justement vulgariser son propos. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager en plus par rapport à l'écriture de livres? Est-ce que tu as utilisé d'autres techniques? Est-ce que tu as, voilà, on pourra parler peut-être aussi du logiciel d'écriture que tu as écrit, enfin dans lequel tu as écrit. Voilà, dis-nous un petit peu si tu as quelque chose en plus à rajouter par rapport aux techniques d'écriture que toi tu as utilisées. En fait, j'ai utilisé une technique que je détestais utiliser lorsque j'étais à l'école pour écrire mes textes. J'ai utilisé une structure. En fait, j'ai vraiment créé le squelette. Je l'ai pas créé au complet à la base parce que au fil de l'écriture, tu finis par te rendre compte que oh, ça ici, ça sera un élément qui serait important à aborder, mais de manière plus complète. Alors là, tu crées finalement un nouveau chapitre. En fait, la technique que j'aime beaucoup utiliser, puis c'est une technique qui est utilisée par plusieurs, mais qui n'est pas la seule, on s'entend, c'est vraiment d'avoir dans le visage une structure. J'avais un grand carton, j'avais le titre et d'autres peut-être d'autres titres potentiels, par exemple, lorsque je parlais du sous-titre. Et ensuite de ça, sur des post-it, ben là, je mettais les grands thèmes. Puis au moment où de créer l'ordre des thèmes, ben c'était plus facile de déplacer. Ah, tu vois, cet élément-là va être plus simple à parler en premier parce qu'il va avoir une incidence sur les 3 prochains chapitres, par exemple. Et une fois que ces grands thèmes-là sont écrits, le même principe, les idées qui sont liées. On parlait, par exemple, j'ai parlé d'auteurs dans l'intérieur du livre, j'ai parlé de certaines études, j'ai parlé d'images, etc. Ben, bref, la structure s'est bâtie dans un premier jet, mais elle a évolué au fil de l'écriture du livre. Donc, c'est vraiment la manière que je l'ai fait et j'essayais d'utiliser d'abord, d'écrire en fait, chapitre par chapitre. Puis, une fois qu'il était écrit, ben, de le relire pour noter chaque élément où, par exemple, je voulais l'expliquer plus tard. Donc, je pouvais préciser, cet élément-là sera précisé dans le tel chapitre, etc. Et ça permet finalement de garder le fil conducteur de ton idée sans t'y perdre. Et c'est comme ça que j'ai utilisé, en fait, la technique du squelette. Voilà. Excellent. Et c'est exactement ce que je propose dans l'approche Business Bonheur. Là, je partage la Business Book Roadmap que l'on remplit lors de l'atelier Business Book Roadmap. En fait, pendant 3 heures, on va se focaliser sur la stratégie, sur le public auquel on va s'adresser et ce qu'on veut lui apporter comme valeur. Et ensuite, on va travailler ce que j'appelle la structure 3-3-3. Donc, c'est une approche. Et en fait, vraiment en 3 heures, tu as les 3 étapes les 3 parties du bouquin et 9 chapitres qu'après on peut évidemment faire évoluer. Il y a des personnes que j'accompagne qui au final se retrouvent avec 4 étapes ou avec plus que 3 chapitres dans chaque partie. Donc ça dépend évidemment de chaque personne. Mais moi effectivement je propose ça aussi, c'est avoir une structure dès le départ. Parce que même si cette structure elle évolue par la suite, c'est une base sur laquelle on peut travailler et c'est un peu pour moi les fondations indispensables quand on travaille justement l'écriture d'un livre business, c'est de savoir vers quoi on veut aller. J'aime bien aussi prendre un peu l'image, tu vois, l'image de la poterie. Évidemment, quand par exemple, tu décides à un moment donné de faire une poterie, déjà il te faut de la matière, donc il te faut de la terre glaise, et puis cette terre glaise, tu dois savoir vers quoi tu te diriges. Est-ce que c'est plus un bol? Est-ce que c'est plus un vase? Et ça, c'est la structure pour moi. Et après, tu commences à modeler
Et ensuite, tu arrives évidemment, peut-être que tu te dis, le bol, plutôt qu'il soit, le vase, plutôt qu'il soit allongé, je vais le faire peut-être plutôt évasé. Enfin voilà, bref, on peut vraiment commencer à construire. Mais c'est que quand tu as la structure de base que tu peux, à un moment donné ou à un autre, démarrer par rapport à l'écriture. En tout cas, pour un livre business, un livre de non-fiction, je ne vois pas l'intérêt de ne pas avoir de structure dès le départ. Je ne sais pas si tu as envie de réagir. Ouais. Tu sais, même si tu présumes que tu n'as pas de structure, il y en a quand même une qui est dans ton esprit. C'est juste que de la coucher sur papier va te permettre de prendre une distance et de pouvoir peut-être effectivement, comme tu l'as démontré dans le tableau, je ne le connaissais pas, mais tu vas être capable de voir en fait un lien logique, un fil conducteur, et ce fil conducteur-là doit être important et clair dans ton esprit lorsque tu écris. Parce qu'il est facile de déraper sur un sujet, parce que tous les cerveaux humains fonctionnent que quand on a un sujet, il y a d'autres idées qui viennent s'accrocher autour, qui stimulent. Puis c'est pour ça qu'on a autant de plaisir à discuter, à échanger avec des amis. C'est que théoriquement, la discussion évolue. Mais si tu te perds justement tu t'éloignes de ce fil conducteur-là, de ce que tu veux transmettre, parce que tu ne l'as pas clarifié, ton livre va parler de beaucoup de choses. Mais est-ce que ça va être cohérent? Est-ce que ça va être fluide dans la lecture autant que dans l'écriture? C'est là où ça va rendre un peu les choses difficiles à bâtir pour avoir finalement un livre qui est concret, un livre qui est logique et agréable à lire. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en début de session, parce que j'avais défini la structure de l'interview. C'était, on parle d'écriture, on parle de conseils d'écriture, etc. Et on évite d'aller sur le thème de la douance. Mais c'est un thème qui me passionne tellement aujourd'hui qu'au final, on a quand même une partie d'interview, 5-10 minutes, qui est consacrée justement à ça. J'ai su me recadrer, donc ça, je suis assez fier de moi, parce que j'ai un cerveau qui part dans tous les sens, et on aurait pu faire une interview de 4 heures, à mon avis, facilement. C'est pas l'objectif, évidemment, mais donc voilà, oui, effectivement, si on fait le lien avec l'interview d'aujourd'hui, c'est un peu ce qui s'est passé en début d'interview. J'ai dérapé par rapport à la structure, et du coup, on est parti sur un autre sujet que celui qui était prévu à la base. D'où l'importance d'avoir une structure, effectivement, même si cette structure, elle est évolutive. Enfin, moi, je dis toujours aux personnes que j'accompagne, c'est pas parce que vous mettez sur le papier votre approche 3-3-3 que ça ne bougera pas, et qu'il ne pourrait pas y avoir 4 parties dans le bouquin, qu'il ne pourrait pas y en avoir même 5 si ça fait sens. Mais au moins, de base, on a la possibilité de faire des liens aussi, de se dire, ça, je sais que j'en parlerai dans la partie 3. Donc, dans la partie 1, si à un moment donné, je dois introduire ce sujet, je sais que je ne dois pas spécialement le creuser à cet endroit-là, et que je peux faire un lien en disant, voilà, cette partie-là, on la verra plus en détail dans la partie 3 du bouquin, par exemple. Chose que tu ne peux pas faire si tu n'as pas de structure de base. Non, puis tu sais, en accompagnement, lorsque je fais du coaching, j'utilise un peu la même structure, en fait, dans le sens que la personne détermine son objectif, par exemple, d'écrire le bouquin sur tel sujet, mais entre la base et le sommet, il y a plusieurs sentiers possibles, et ça se peut qu'un de ces sentiers soit bloqué parce qu'un arbre est tombé, parce qu'une roche, parce qu'il y a eu un courant d'eau qui a lavé le sentier. Bref, tu dois être prêt effectivement à t'ajuster selon l'évolution des choses, tout en gardant en tête que ton objectif, c'est le sommet, la rédaction, par exemple, de ton livre. Effectivement. Et j'aime beaucoup parler d'écriture en amélioration continue. Alors, j'ai rien inventé. L'amélioration continue dans le business, c'est bien connu. L'approche Kaizen, l'approche Lean. Mais moi, j'ai juste transposé ça à l'écriture, parce que la manière dont moi je fonctionne, c'est que je fais un draft de mon bouquin. Et après, sur ce draft, donc il y a la structure, premièrement. Ensuite, je fais un draft complet. J'écris vraiment en 4 heures. Je me dis, voilà, il faut que j'ai écrit tout le bouquin, même s'il n'y a pas toutes les pages, même s'il n'y a pas tout le contenu, mais j'écris au moins tout ce qui me passe par la tête par rapport à chaque point que j'ai envie d'aborder. Et ensuite, après, je l'améliore au fur et à mesure, un peu tous les jours, en fonction de ma créativité, de mon inspiration du moment, des lectures aussi, parce que parfois, je vais lire un livre pendant que je suis occupé à écrire, et ça va être une ressource que je vais pouvoir mettre dedans parce que je suis inspiré.
bien noter, toi qui regardes cette vidéo, bien faire une bibliographie. Premièrement, ça valorise ton propos et en plus, ça vraiment, ça crédibilise le livre. Enfin, moi perso, Ouais. un livre sans bibliographie, à un moment donné, je me pose des questions parce que on est toutes et tous inspirés par d'autres et en plus, c'est intéressant parce que quand tu mets une bibliographie, ben, encore une fois, ça crédibilise ton propos parce que si quelqu'un a déjà parlé d'un concept, ça sert à rien de réinventer la roue. Tu peux très Non. bien l'intégrer dans ton livre, donner ta vision des choses et faire un lien avec l'auteur original, par exemple, de telle ou telle approche ou étude ou que sais-je par rapport à son livre. Euh, Justement, toi, quelles ont été tes grandes inspirations par rapport à ce livre? Alors, je suppose qu'il y a tes études de neurosciences, puisque tu étais en plein dedans à ce moment-là. Enfin, en tout cas, le mémoire est né de cette étude en neurosciences, mais il y a peut-être eu des livres ou autres qui t'ont inspiré par rapport à ça? Oui, ben, David Lefrançois c'est un neuropsychologue qui m'a inspiré énormément. En fait, ses travaux, il travaille avec beaucoup d'équipes en neurosciences, donc il y a beaucoup d'éléments qui sont de parties qu'on a vues pendant nos études, que j'ai lues, que j'ai vues en conférence, bref, peu importe. Sinon, il y a Jeanne Siaud-Fachin qui était justement l'auteur, tu l'as nommé tout à l'heure, du livre comment ça s'appelle, non? Trop Trop intelligent pour être. intelligent, ouais. Ouais. Donc, ça, c'en est une aussi, mais des auteurs, des gens qui m'inspirent, Boris Cyrulnik, il y en a énormément. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai étudié en psychologie à l'université et là aussi encore, il y a un bassin d'auteurs, il y a un bassin de courants de pensée, de personnes qui peuvent amener énormément d'eau au moulin parce que, on se cachera pas, là, dans l'approche que j'essaie d'amener dans ce livre-là, j'essaie de faire comprendre l'humain, qui est l'humain. Donc, je ne pouvais pas passer à côté des études en neurosciences, mais je ne pouvais surtout pas passer à côté des études en psychologie. Est-ce qu'on aurait pu aller plus loin? Assurément, tu parlais d'écriture continue. Je pourrais me réasseoir demain et réécrire ce livre-là une nouvelle fois avec plein de nouveaux éléments parce que j'ai continué à étudier, parce que j'ai continué à rencontrer des gens extraordinaires, parce que, entre autres, j'ai accompagné des gens qui ont effectivement écrit des livres. Mais je pense qu'on ne peut pas rester isolé et d'avoir la pensée la plus juste. Que tu l'as super bien dit, on est toujours inspiré des autres. Puis, en quelque part, on n'invente rien. On le mâche différemment, on le présente différemment et ça fait évoluer les pensées, ça fait évoluer les idées. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, si je te parle d'un sujet que j'ai étudié ou que j'ai vu parce que j'ai rencontré les auteurs, parce que j'ai lu ces livres-là, et bien peut-être que toi, tu vas créer quelque chose d'extraordinaire avec. Donc, autant l'écriture que la confrontation des idées peut permettre de créer quelque chose de nouveau. Alors, toute cette mécanique, cette fluidité-là doit rester en mouvement, je pense, parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt. Et puis nous sommes des êtres d'évolution, donc je me souviens, enfin, j'ai relu il n'y a pas très longtemps parce que je préparais une conférence qui était basée sur un de mes livres qui s'appelle Destination Business Bonheur. Et en fait, j'ai écrit il y a 2 ans. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'avais écrites qu'aujourd'hui j'écrirais différemment et avec lesquelles je suis plus spécifiquement d'accord, notamment mon positionnement par rapport au salariat. Il y a 2 ans était différent de mon positionnement par rapport au salariat aujourd'hui. Et parce que j'ai vécu de nouvelles choses, de nouveaux événements dans ma vie qui m'ont amené à me rendre compte que j'avais peut-être une vision faussée du salariat parce que voilà, enfin bref, j'ai une vision du salariat par le passé qui était c'est entrepreneur qui te permet d'être heureux et quand tu es salarié, tu n'es pas heureux. Aujourd'hui, je pense différemment. Mais ça, c'est parce que j'ai accepté aussi de me remettre en question et que j'ai discuté avec d'autres personnes, que j'ai lu d'autres choses, que j'ai eu d'autres expériences par rapport à ce domaine-là. Donc voilà, c'est pour rebondir sur ce que tu dis, je suis en tout cas en accord et sur le fait que nous sommes des êtres d'évolution. Donc un livre que tu as écrit il y a 2 ans, bah, peut-être que si tu le réécris aujourd'hui, il sera très différent. Donc c'est intéressant aussi
Justement, peut-être aussi de mettre à jour ces bouquins. C'est pas inutile parfois de repasser, de se relire et de dire: «Bah, tiens, moi je dirais ça différemment aujourd'hui, donc je vais le mettre à jour». Aussi les études évoluent aussi, les neurosciences, il y a des découvertes tous les jours, donc très certainement, bah, que quand tu as écrit le bouquin, il y avait peut-être des études qui n'existaient pas encore. Ça pourrait aussi nourrir le bouquin, ça pourrait bref, plein de choses. Excellent. Je te propose de passer, bah, à la troisième partie. En fait, dans la méthode Publier pour impacter, il y a 3 grandes parties. C'est, d'abord, on définit la stratégie, le public auquel on s'adresse. Ensuite, on écrit et on met en page le bouquin. Et ensuite, troisième partie, c'est publication et promotion. Alors, je te propose de parler de cette partie publication pour commencer, et puis on parlera de la partie promotion. Comment est-ce que tu as publié le livre? Est-ce que c'est en auto-édition? Est-ce que c'est par une maison d'édition? Pour quelles raisons? Si tu as fait peut-être le choix de l'un ou de l'autre, je te laisse peut-être nous expliquer un petit peu par rapport à ça. Bon, à la base, ben oui, je suis en auto-édition. J'ai eu de grandes réflexions et de grands échanges avec plusieurs personnes, notamment ma coach à l'époque, mais avec des gens que je connais qui ont publié. Il y a plusieurs courants de pensée. Lorsqu'on publie à l'aide d'un éditeur, il y a une structure qui nous est proposée, en fait. Ben, en fait, qui nous est parfois même imposée parce qu'ils ont une expérience que, comme premier auteur, ben, comme auteur d'un premier livre, on n'a pas. Malheureusement, dans plusieurs contextes, on nous dit il va falloir que tu utilises tel propos pour parler de ton livre et des fois, ça dénature un peu le contenu. Ça n'a pas que du mauvais parce qu'ils ont une expérience, comme je le disais, que tu n'as pas. L'avantage de l'auto-édition, c'est entre autres le fait que tu es libre d'écrire à la manière que tu le veux. Par contre, ça peut amener que tu écrives des éléments qui ne touchent pas la clientèle cible ou finalement qui ne parlent à personne. Donc, il y a de très beaux avantages et il y a des inconvénients dans les deux. La raison pour laquelle j'ai finalement choisi de me diriger vers l'auto-édition, c'est entre autres le fait que, syndrome de l'imposteur, je ne me considérais pas comme un auteur à ce moment-là. C'était une expérience que je faisais parce que les gens m'approchaient. Je me suis dit, il y a peut-être 5 personnes qui vont vouloir lire le livre et d'embarquer dans un processus d'édition auprès d'un éditeur reconnu, je me voyais peu prendre le risque financier, finalement, de peut-être interpeller seulement 5 personnes dans mon entourage avec ces livres-là et rester pris avec 4500 quelques livres dans mon garde-robe. Donc, l'auto-édition, je me suis dit, pourquoi pas? Je vais y aller de cette manière-là. Si ça se vend, tant mieux. Si ça ne se vend pas, tant pis. Et finalement, à tous les mois, je reçois finalement les statistiques de vente. Et à chaque mois, ça me surprend. Pour vrai, je suis très reconnaissant de recevoir les commentaires qu'on me fait, les approches qu'on me, notamment cette approche-là grâce à ce livre-là qui a créé le pont entre toi et moi pour cette interview aujourd'hui. Et aussi, ben, de voir de plus en plus que ce livre-là se vend dans différents pays. Donc, est-ce que j'aurais pu atteindre ça avec un éditeur? Peut-être. Est-ce que ça l'aurait été à ce rythme-là? Probablement que ça aurait été très différent. À tout le moins, la raison initiale, ça avait été l'auto-édition pour une raison de risque financier. Et finalement, ben, en bout de ligne, ben, très agréablement surpris du résultat que ça peut créer. C'est ça. C'est parce que justement, notamment via des plateformes comme Amazon KDP, il y a aussi Kobo Fnac, etc. Ça, c'est disponible dans le monde entier. Là où quand on passe par une maison d'édition, par exemple, toi, typiquement, tu es au Canada. Les maisons d'édition au Canada, m'accompagnent les libraires ici en Europe, elles ne sont pas forcément évidentes à obtenir. Et inversement, je suppose que les maisons d'édition européennes sont pas forcément évidentes à obtenir au Canada.
Là, avec l'auto-édition, bah, c'est disponible partout à qui veut. L'impression à la demande aussi, tu as utilisé. Ça m'intéresserait de savoir pourquoi tu as choisi de le publier aussi en version papier. Mais en tout cas, voilà, merci pour ton partage, parce que c'est vrai que ça ouvre ma perspective sur une autre bonne raison de choisir l'auto-édition, en sachant que je prône les deux. Hein. Je dis toujours qu'il y a des avantages et des inconvénients aux deux, à l'auto-édition et aux maisons d'édition. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'interviewer Nathalie Bagadet, qui, elle, est auteure hybride. Il y a certains de ses livres qui sont édités par des maisons d'édition et d'autres par l'auto-édition. Et ça fonctionne très bien aussi. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Les deux peuvent cohabiter. C'est juste deux... On pourrait dire, en fait, c'est comme le cerveau, tu vois. Il y a la douance d'un côté, il y a la normalité de l'autre. Ben voilà, il y a deux types c'est pas l'un est meilleur que l'autre, c'est juste que c'est deux modes de fonctionnement très différents. Voilà, j'ai essayé de faire une analogie, je me suis peut-être perdu dans celle-ci, mais en tout cas, je pense que c'était... Enfin, j'avais envie de la faire, cette analogie. Bref, pour revenir au sujet, pour quelle raison as-tu décidé de le rendre disponible aussi en impression papier, et donc c'est de l'impression à la demande que tu utilises? Ben, en fait, absolument pour toucher le plus grand nombre de personnes. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'objet, le livre en soi. J'aime avoir dans les mains ce livre-là. J'aime pouvoir y retourner. Je prends beaucoup de notes, pas dans le livre. Je sais que des gens, j'ai des amis qui prennent des notes directement dans les livres et j'ai de la difficulté avec ça. Je préfère le prendre à côté. Bref, d'avoir cet objet-là que je peux apporter évidemment partout, mais aujourd'hui, avec les liseuses, là, c'est très simple d'apporter son bouquin, même électronique, partout où on va. Mais d'avoir finalement cet élément concret-là. Et aussi le fait que lorsque je donne mes conférences, il est plus facile d'avoir une table avec des livres concrets que de dire ben, allez sur telle plateforme et acheter mon livre web. Oui, Dans mon entourage, j'ai plusieurs personnes qui sont très papier et en fait, là où c'est devenu quelque chose d'intéressant, c'est lorsque j'ai publié mon deuxième livre, là, Les bouts de papier. Ce sont des contes, évidemment des contes à faire grandir, mais des contes sur lesquels je m'étais amusé. C'est qu'on m'avait approché pour me subventionner pour publier un livre papier. Parce que les gens me disaient, c'est bien beau le blog, c'est bien beau le lire sur Internet. Ce n'est pas la même qualité de lecture. En fait, effectivement, avec les études que j'ai en neurosciences, je comprends que les structures qui sont utilisées dans une lecture web, ben, version électronique versus une lecture qui est papier, ce ne sont pas exactement les mêmes zones. Et ça apporte un paquet d'éléments dans la rétention de l'information. Donc, pour aller chercher les deux, ce n'était pas plus compliqué pour moi de créer les deux. Il y avait des ajustements, évidemment, là, sur les formats, mais au-delà de ça, il n'y avait pas une grosse différence étant donné le parcours que j'ai choisi pour le publier. Et c'est toujours plaisant d'arriver chez quelqu'un et de lui offrir physiquement ton livre plutôt que de lui offrir un lien vers un livre gratuit sur, par exemple, une plateforme de stream, ben, pas de streaming, mais d'une plateforme de lecture en ligne. C'est clair qu'en plus, la valeur perçue est très, très différente. Quand tu offres un PDF, vulgairement dit, bah, c'est un fichier qui peut se perdre aussi. Moi je promeus le papier parce qu'il y a l'objet. Il y a aussi effectivement, d'ailleurs, tu as fait une vidéo là-dessus sur ce que tu viens d'expliquer, la manière dont on interprète et dont on retient les infos quand on lit sur papier ou quand on lit sur ordinateur, c'est très, très différent. Et en plus, c'est encore très sacralisé en Europe. Alors, je ne sais pas si au Canada et à Québec, ça se ressent aussi fort, mais le livre papier, tu vois, c'est encore un objet un peu sacralisé. Je ne sais pas comment expliquer. Tu dis que tu es auteur d'un livre et tu le montres, bah, les gens font « Waouh !» Enfin, je caricature peut-être un peu trop, mais en gros, c'est ça. C'est la réalité, ouais, tout à fait. Ouais. Ça se ressent fort aussi encore à Québec?
Oui, oui, oui. Il y a encore énormément de livres qui se vendent. Je pense qu'une bibliothèque pleine de bouquins papier est plus esthétique qu'une bibliothèque avec une liseuse au centre. Ça fait moins, C'est ça vrai. fait moins vide. Mais en même temps, il y a les deux. J'utilise moi-même les deux. Lorsque je pars en voyage pour le travail, par exemple, ou je sais pas, je pars 2, 3 semaines à l'étranger, ben ma liseuse, c'est le format que je transporte parce que je peux avoir le nombre illimité pratiquement de livres à l'intérieur. C'est simple, c'est pas pesant, c'est pratique, mais j'aime encore m'asseoir dans le jardin avec mon livre et prendre mes notes, mais un livre papier. Donc, je pense pas que les deux sont irréconciliables. Il y en a qui ne jurent que par un ou par l'autre, mais il y a tellement d'espace pour les deux. Moi, je pense que la plus belle conclusion à ça, c'est peu importe ce que vous lisez, lisez. T'sais, bref, j'aime mieux que vous lisiez sur une liseuse ou sur un livre que vous ne lisiez pas du tout, ou du moins pour votre développement, votre aide d'évolution. La lecture est extraordinaire. Yes, je te rejoins totalement. En plus, bah, j'ai appelé mon activité publier pour impacter, parce que je considère qu'un livre peut changer une vie. Et Oui. donc, toi, comment vas-tu changer la vie de tes clients? C'est un peu ce que je pose comme question à mes clients et aux personnes que j'accompagne. Parce que justement, bah, regarde, j'ai lu Douance et Bonheur, qui est ton livre. Ça a changé ma vie d'une certaine manière, puisque bah, on s'est rencontrés, j'ai appris des choses sur moi, j'ai mis des mots sur certaines choses qui sont passées dans ma vie. Donc voilà, ça impacte positivement la vie et je pense c'est pour ça aussi que j'accompagne les entrepreneurs parce que je pense qu'on a toutes et tous un grand message à faire passer et un des meilleurs moyens pour moi de faire passer un message, au-delà de la vidéo, du podcast, etc., ben, ça reste évidemment le livre papier. Et donc, ben, j'aspire à pouvoir accompagner un maximum de personnes à laisser une trace sur Terre, parce que ça aussi, c'est l'avantage du livre papier. En tout cas, un livre va, d'après moi, encore plus perdurer qu'un fichier qui peut se perdre ou qui peut aussi peut-être un jour disparaître si l'informatique disparaît un jour, que sais-je, je sais pas. Là, le livre, hein, quand tu regardes, il y a encore des livres d'il y a des centaines, des milliers d'années qui sont encore existants aujourd'hui. Mhm. Voilà, moi j'ai encore ce côté un peu, ouais, c'est pas sacralisé, mais je trouve que c'est un excellent moyen de transmettre un message et de laisser une trace. Absolument. Donc voilà. On parlait de la partie lecteur au niveau de la promotion d'une préférence papier Kindle. Est-ce que toi, tu as vu une différence ou tu vois une grosse différence entre les ventes de ta version numérique et les ventes de ta version papier? Je te dirais, c'est à peu près 50-50. J'avoue que ça fait, j'ai pas regardé. Je le suivais beaucoup plus il y a plusieurs mois de ça, mais en gros, là, c'est à peu près un pour un. Ok. Puis, tu sais, il y a des avantages aux deux. En fait, pour moi, ça fait pas grande différence là, sur la publication. En fait, tu sais, mon idée, c'est effectivement d'impacter les gens, de permettre au maximum de personnes de comprendre cette réalité-là et de bien la vivre. Fait que si c'est un ou l'autre, le contenu est le même, hein, dans le sens que la transmission sera, je le souhaite, la même au niveau des idées qu'il y a à l'intérieur pour faire évoluer les gens qui vont avoir le plaisir d'y mettre les yeux. Excellent. Je te propose qu'on parle de la dernière partie qui est la promotion, le marketing. Et je commence toujours par cette question. Quels ont été les impacts sur ton business d'avoir écrit un livre, d'avoir ce statut d'entrepreneur-auteur? Concrètement, est-ce que ça a impacté positivement ton business? Si oui, comment? Est-ce que tu peux nous citer un ou deux exemples par rapport à ça? Oui, ben en fait, ça l'amène une crédibilité sur le message que tu véhicules. Parce que lorsque tu t'adresses à des gens et que tu te prétends X, Y, Z, le fait que tu aies un ouvrage ou que tu aies un article qui est reconnu, qui est vendu, qui est concret, ben ça amène à tout le moins une ouverture dans
la personne qui est en avant de toi pour recevoir le propos que tu veux lui transmettre. Fait que ça a un impact extraordinaire. Ça a eu le fait que ça a amené de la clientèle. Il y a des gens qui m'ont approché, qui sont devenus par la suite des clients en coaching, ou des personnes qui m'ont demandé une conférence, qui sont d'abord passées par la lecture de ce livre-là. Et ensuite de ça, ça l'apporte la possibilité, en fait, de poursuivre le propos. Je vais dans le sens inverse maintenant. Les gens qui se présentent lors d'une conférence et sur laquelle je m'exprime et je vais notamment parler de douance, ben, ils vont peut-être envie d'aller plus loin. Et si j'ai été capable de leur transmettre l'amour que j'ai pour le sujet, l'amour que j'ai pour les neurosciences, pour la psychologie, pour le développement de l'individu et surtout son approche d'une vie plus heureuse, bien, à ce moment-là, ils vont peut-être être tentés d'aller vers le livre. Donc, dans les deux sens, ça devient finalement une possibilité de continuité. Et dans la création des relations humaines, on parle de continuité de relations. Et c'est, en fait, je pense, une belle opportunité pour l'entreprise que j'ai comme coach de pouvoir toucher des gens que peut-être j'aurais pas touché. T'en es un bel exemple. Je ne te connais pas du tout, à part les moments qu'on a passés ensemble dans les dernières semaines. Mais avant ça, je te connaissais pas. Avant même que tu aies mon livre dans les mains, on n'avait aucun contact un envers l'autre. Et finalement, ça l'a créé, en fait, une opportunité. J'ai rencontré finalement un homme plein de ressources qui a vraiment une belle approche au niveau de sa clientèle. Et ça me permet, en fait, moi aussi, d'évoluer parce que j'ai un contact avec une personne extraordinaire de qui je peux assurément apprendre quelque chose de nouveau qui va éventuellement me servir pour l'avenir de mon entreprise ou de la personne que je suis. Donc, ça crée vraiment quelque chose de magique. Pour vrai, ça crée des liens magiques et j'adore l'idée que j'ai eue. Ben, écoute, merci beaucoup. Ça me touche et j'ai beaucoup de gratitude aussi pour justement, voilà, c'est le grand message que je veux faire passer avec Publier pour impacter, c'est la vie, non, la vie est un cadeau. Oui, ça c'est le grand message que j'ai envie de faire passer tout court. Et donc, mais vraiment, c'est un livre peut changer une vie. Enfin, la preuve, elle est là, quoi. Ça me permet de faire des rencontres, ça me permet de créer des opportunités que je n'ai pas. Et quand je dis un livre, c'est pas uniquement mes livres, c'est un livre. Oui. N'importe lequel, et on n'a pas le contrôle là-dessus. J'aime beaucoup citer Steve Jobs qui dit qu'on peut connecter les points qu'après les avoir vécus. Mais c'est clairement ça. À quel moment est-ce que j'aurais pu me dire que le mouvement Publié pour impacter puisse me faire rencontrer à un moment donné quelqu'un comme toi? Je ne pouvais pas. Même maintenant, je peux faire le lien. Je peux revenir en arrière et me dire, en fait, c'est la lecture du livre, le fait que ça m'intéresse parce que j'écris un nouveau livre sur justement les génies du focus. Tout ça fait que aujourd'hui, je sais connecter tous les points. Mais à aucun moment, il y a 2 ans, je n'avais en tête Publier pour impacter, et à aucun moment, je me serais dit, je rencontrerai quelqu'un qui a écrit un livre sur la douance et le bonheur. Voilà, en tout cas, c'est assez magique lorsqu'une personne t'approche et qui te dit, c'est fou, ton livre, j'avais l'impression que c'était mon histoire que tu as écrit dedans. Il dit, puis alors que tu ne me connais pas du tout. Ça crée, à tout le moins, une belle possibilité d'une grande discussion avec un autre être humain qui a connecté avec ce que tu as transmis. Fait que tu parlais de magie, ben oui, il y a une grande magie qui peut se transmettre à travers un livre, même si l'auteur et le lecteur ne sont pas encore liés autrement que par l'objet. Ouais. Ah, tout à fait. Et en plus, un autre aspect magique, c'est qu'on peut aussi lire de personnes qui ne sont malheureusement plus de ce monde, mais on peut encore apprendre aujourd'hui de personnes qui ont écrit il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, voire plus. Et il y a des lectures effectivement qui vont perdurer. J'aspire à ce qu'elles perdurent. Et il y en a qui deviennent des références. Hein. Je pense notamment à Napoléon Hill. Quand on pense au développement personnel, il y a souvent le livre Réfléchissez, devenez riche qui ressort. Voilà,
Mais il y a aussi des livres qui sont pas connus, qui sont tout aussi intéressants. Donc moi, je ne m'arrête pas justement à des livres super connus. Et quand je suis intéressé par une thématique, je vais justement lire beaucoup de livres sur cette même thématique et parfois d'auteurs qui sont inconnus, parce que c'est pas parce qu'ils sont inconnus que le contenu n'est pas qualitatif ou ne peut pas apporter quelque chose. Après, voilà, dans le marketing, il y a toujours des gens plus connus que d'autres. Si tu veux réagir là-dessus, et si pas, après, on passe justement à la partie promotion. Comment tu as fait pour promouvoir ton livre? Voilà, je te laisse réagir. Ben, au niveau marketing, tu sais, on parlait tout à l'heure des avantages et inconvénients de publier avec un éditeur versus le faire soi-même. Quand on le fait soi-même, ben, le marketing et la publication, puis cette mise en mouvement-là ne part que de soi. Donc, il y a évidemment des campagnes de publicité, il y en a plein de sortes, là, mais c'est une machine qui doit être mise en mouvement. Alors, en tant qu'entrepreneur, on a, je pense, le plaisir d'aller toucher plein de sphères autour d'un même produit, et le développement du marketing, le développement de comment on exprime le propos, comment on le présente, etc., ben, devient partie prenante de l'expérience. Donc, au niveau de la publicité, la publication, bien évidemment, en ce moment, on est en train d'en faire une belle publicité, là, justement, par cette interview. Et au-delà de ça, ben, je pense que c'est plein de petites actions. Ce ne serait-ce que un lecteur qui a adoré, qui parle à un ami ou une amie, tu devrais lire ce bouquin-là, tu devrais toucher à cette œuvre-là des yeux, ben, ça peut faire une belle différence. Fait que, en quelque part, je pense que le marketing se fait naturellement lorsque le contenu touche pour vrai la fibre de l'individu, et c'est, je pense, le meilleur moyen de le faire. Tu sais, je ne me verrais pas faire le vendeur de balayeuse et essayer de t'obliger à acheter le livre parce que moi, j'ai une cote à faire. Par contre, si le livre fleurit de lui-même et qu'il se partage de lui-même parce que justement le propos touche les gens, je pense qu'il n'y a pas plus belle publicité que celle-ci. Ouais. Je te rejoins totalement. C'est clair que c'est le bouche à oreille au final, et le fait que quand tu crois dans ton livre et que tu mets tes tripes dedans, enfin moi c'est comme ça que j'appelle ça, in fine, tu vas forcément toucher les gens. Et on parlait des émotions tout à l'heure, du pouvoir des émotions. Ben, si tu touches les gens de manière émotionnelle, que tu changes un petit peu ou beaucoup, peu importe, on s'en fout, mais que tu changes leur vie, ben forcément, ils vont vouloir en parler. C'est comme quand tu manges un bon resto, ben, si on te demande un resto, tu vas conseiller celui dans lequel tu as un bon souvenir, dans lequel tu as passé un bon moment, dans lequel tu as bien mangé. Tu vas pas parler du resto dans lequel tu as eu une mauvaise expérience. Mais là, c'est la même chose avec le bouquin, d'où l'importance du contenu, parce qu'il y a, et là, on reparle de marketing pur. Tu as des livres avec une super couverture qui donne super envie, un super titre, etc. Et tu lis à l'intérieur, c'est plat. Ouais. Alors que tu as des livres, malheureusement, qui ont une mauvaise couverture, une couverture qui ne vend pas du tout, et le contenu est exceptionnel. Donc moi, je ne m'arrête plus non plus. Encore une fois, je te disais, quand je m'intéresse à une thématique, je prends tout. Je me dis, voilà, je ne m'arrête pas à la couverture, je ne m'arrête pas au titre, je vais lire. Alors évidemment, si quand je commence à lire, je trouve ça plat et que je trouve qu'il n'y a pas de valeur ajoutée, déjà, je parcours la table des matières pour voir comment c'est construit. Mais voilà, je vais peut-être parfois survoler un ouvrage quand je trouve qu'il est plat. Mais par contre, voilà, je t'avoue que ton livre, quand je l'ai pris, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je trouvais que le titre résonnait énormément en moi, etc. Mais je ne te connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Et du coup, ben voilà, maintenant on se connaît, et j'ai apprécié ta lecture, et je m'attendais pas je pense au point de départ que je m'attendais pas à avoir autant de déclics en lisant ton livre. Donc, toi qui écris un bouquin, fais-le. Pour moi, c'est indispensable. Fais-le pour impacter positivement la vie de ton lecteur. Si tu le fais, bah comme le disait David, le livre va fleurir de lui-même. Et je pense que c'est le meilleur moyen de faire le marketing d'un bouquin, même si on peut après rajouter plein d'artifices, évidemment, comme une bonne couverture ou autre. Mais in fine, si le produit est mauvais, ça va se savoir à un moment donné ou à un autre. Donc voilà.
Cool. Ben écoute, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à la promotion ou peut-être un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui aurait envie d'écrire son livre, un entrepreneur qui a envie de publier son livre business? Ben, je pense que il ne faut pas se bloquer en partant. Je pense qu'il faut essayer. On a tous le syndrome de l'imposteur à un niveau ou à un autre. À partir du moment qu'il est publié, vous allez recevoir des commentaires, des bons, des moins bons. Les moins bons vous permettent de faire évoluer les choses et les bons vous permettent d'avoir l'énergie, d'avoir envie de mettre cette énergie-là au profit, au bénéfice de l'œuvre en question. Et les choses ont changé. On l'a dit tout à l'heure, il y a eu plusieurs séquences d'écriture, par exemple, dans mon bouquin, mais je pense pas que je sois le seul auteur qui utilise ça non plus. Mais il est possible que même une fois que vous l'aurez publié, quelqu'un va trouver une erreur d'orthographe au 3e chapitre à la ligne 17. C'est possible. Mais ne vous bloquez pas d'avancer en ayant cette peur-là d'emblée. Essayez les choses, faites-les évoluer, améliorez-les. Et si vous croyez à votre propos, si vous croyez à votre sujet et vous croyez à la manière avec laquelle vous rendez les choses, vous allez toucher des gens. Peut-être que ça ne sera pas par millions, peut-être que ça va être par dizaines, mais à tout le moins, vous allez toucher des gens. Et c'est pas à vous à décider comment ça va influencer les lecteurs. C'est aux lecteurs à vivre leur expérience à partir de là. Et bref, essayez-le. Comme n'importe quoi, ça s'apprend. C'est un métier qui s'apprend. C'est un projet qui peut créer de belles opportunités. Alors, permettez-vous de vivre l'expérience, puis démarrez pas avec des peurs dans votre projet parce que vous allez reculer. Ben écoute, je te remercie beaucoup pour ce beau message. Je te propose de clôturer sur ce beau message que tu viens de partager. Merci encore d'avoir consacré du temps. Le temps, c'est la ressource la plus précieuse que l'on a avec la santé, donc vraiment gratitude pour ça. J'ai mis le lien vers ton site internet. Bon, il sera aussi dans la description. Il y aura aussi le lien pour commander ton livre si toi qui regardes cette interview, tu as envie de le faire. Donc le livre que tu as écrit, en tout cas un des livres, celui que moi j'ai adoré, c'est Douance et bonheur, comprendre le haut potentiel et réflexion pour être heureux. Merci beaucoup David. Merci à toi. Merci aux auditeurs aussi de s'autoriser à être influencés, d'entendre, d'être ouverts aux idées, etc. Et ce sera un grand plaisir que de passer à nouveau du temps avec toi, David. Ah bah écoute, merci beaucoup. Toi qui regardes cette interview, rappelle-toi que sans action, pas de résultat. Donc choisis une action que tu as entendue aujourd'hui, une chose, et applique-la le plus rapidement possible dans ton business. Peu importe le conseil que ça a été, si ça a résonné chez toi, voilà, agis tout de suite. Encore une fois, sans action, pas de résultat. Si tu le souhaites, tu peux te procurer ton exemplaire de Publier pour impacter. Je te mets le lien dans la description. Tu peux vraiment recevoir ton exemplaire dans ta boîte aux lettres. Et puis, dans ce livre, je te partage les 3 étapes pour écrire et publier ton livre business pour obtenir plus de clients, transmettre ton message et laisser une trace sur Terre. Encore merci, David. Un grand plaisir. Merci à toi et merci à tous. À très vite. À très vite.